Bienvenue dans le podcast Partage de coach. Je suis Charline, créatrice du mouvement Partage de coach et je suis ravie de vous accueillir ici. Partage de coach, c'est avant tout une communauté bienveillante, un espace où chacun peut révéler sa zone de génie, partager ses compétences et s'enrichir des expériences des autres. Ce mouvement est né d'une simple envie, permettre à des professionnels passionnés et talentueux de se faire connaître et d'échanger leur savoir et de créer ensemble quelque chose de plus grand. Parce qu'à plusieurs, on va plus loin. Dans ce podcast, vous découvrirez des parcours inspirants, des histoires authentiques et des échanges riches avec des coachs et des professionnels qui partagent leur expertise et leur humanité. Mon intention est de vous offrir un moment de connexion, d'inspiration et peut-être de transformation. Et si ce podcast vous donne envie d'aller encore plus loin, sachez que nous avons une communauté où nous organisons des conférences chaque lundi gratuitement. Les coachs que vous entendez ici animent également des ateliers plus approfondis sur des sujets précis pour vous permettre de grandir et d'évoluer. Si vous souhaitez rejoindre cette belle aventure, je vous mets le lien juste en bas. Alors installez-vous immédiatement et ouvrez vos esprits. Laissez-vous porter par cette belle aventure collective. Bonne écoute. Hello Marilyn, comment ça va? Salut, ça va très bien. Je te remercie. Et bien, bienvenue sur Partage de coach. Super, contente d'être là. Alors, du coup, est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas encore? Me présenter, je m'appelle Marilyn, j'ai 43 ans, et je fais mon chemin vers moi, vers l'amour de moi, justement. Heu, j'ai l'impression que j'ai passé ma vie sans en avoir conscience, au départ, à me chercher et à essayer de me trouver. Et donc, c'est un sacré chemin, qui à mon avis, demande toute une vie. Mais j'ai trouvé sur mon chemin pas mal de petites pépites, qui m'ont beaucoup aidée et que j'avais, vraiment envie de partager. Ok, trop bien. Et du coup, si tu pouvais nous décrire un peu ta vie depuis que tu es née jusqu'à maintenant, pour qu'on puisse en savoir plus un peu sur toi. Bah, c'est vrai que j'ai eu une super enfance, moi. J'ai passé, j'ai un souvenir très heureux de mon enfance, bien que, ça avait pas si mal bien démarré que ça, puisque, à 3 ans, je suis passée à 2 doigts de décéder d'une péritonite, heu et donc j'ai vécu quand même toute mon enfance avec des problèmes intestinaux, mais c'était comme ça, fallait faire avec, et donc c'est là où j'ai commencé à, bah, me contenter de ce qui était, de camoufler, les difficultés que je pouvais, rencontrer et à paraître pour le coup, quand même toujours, joyeuse, toujours, plutôt enjouée et c'est parti, en choses très compliquées quand j'ai perdu mes parents, ma mère à 15 ans et mon père, à 17, qui sont tous les 2 décédés de cancer et donc là, ça a été, le début de la chute, vraiment pour moi. Heu, ça a été compliqué à vivre, mais malgré tout, j'avançais, je fonçais dans la vie, donc j'ai mis un peu tout ça sous le tapis. J'ai continué un peu comme avec mes douleurs de faire comme si, tout allait bien jusqu'à ce que ça me rattrape, au moment de la maternité. Parce que c'est sûr que d'avoir des enfants, sans famille, bah, ça réveille évidemment tout un tas de difficultés. Et là, enfermée dans ce rôle-là que je voulais pourtant, hein, je me suis mise mère au foyer à ce moment-là et je l'ai été pendant 14 ans, j'ai eu 3 enfants et pour autant, bah et c'est ce qui m'a fait tomber dans le fond du trou et c'est ce qui m'a permis de retrouver justement ce chemin vers moi, vraiment. Donc dans l'épreuve, et les épreuves, c'est vrai que avec le recul, je me dis qu'effectivement, c'était un mal pour un bien. Parce que, ce que je peux ressentir aujourd'hui et comment je peux me sentir, je pense que je l'aurais jamais, ressenti si, j'avais pas traversé ces épreuves-là. Donc pour le coup, se servir de son chemin, pour se retrouver soi, effectivement et avec plus d'amour pour soi, pour le coup.
Je vais revenir un peu après sur, tout ce que tu viens d'apporter, qui me semble intéressant aussi. Mais je voulais savoir aussi au niveau, du côté professionnel, comment est-ce que ça s'est passé professionnellement pour toi, de d'avant à aujourd'hui? J'ai été cuisiniste pendant 10 ans. Euh, Après le lycée, j'ai eu mon bac. Je venais de perdre mon père. Et donc, j'ai foncé dans la première chose qui me venait parce que j'avais besoin d'argent. Et j'ai rencontré ce monde-là. Et c'était quelque chose qui pouvait se faire en contrat de qualification. Donc, ça m'arrangeait bien parce que ça me permettait de gagner déjà ma vie. J'en avais besoin à ce moment-là. Et du coup, j'ai fait ma place petit à petit là-dedans. Et ça a très bien marché pour moi, jusqu'à ce que je sente, au bout de 10 ans, un certain essoufflement. J'habitais en ville à l'époque, en région parisienne, et, euh, et j'avais besoin d'autre chose. Et l'envie, la maternité est venue vraiment toquer à ma porte. J'avais envie à ce moment-là d'autre chose, de me recentrer sur une famille que je voulais créer avec mon conjoint. Et, euh, et donc, du coup, j'ai tout plaqué. Je suis partie de région parisienne pour la campagne. J'ai arrêté ce travail avec lequel je gagnais bien ma vie. Et je suis vraiment restée dans mon foyer. Je me suis occupée de mes enfants, du coup, pendant 14 ans, jusqu'à ce que, paradoxe, et le coaching m'aide à dépasser mon syndrome de l'imposteur pour me lancer à accompagner les gens justement dans le bien-être avec les épreuves que j'avais eues juste avant, où j'ai eu donc pendant cette maternité burn-out, dépression. J'ai souffert aussi de névralgie pendant 4 ans. Et donc j'ai cherché des solutions pour reprendre goût à la vie et pour reprendre possession de mon corps pour le soigner. Et voilà ce qui m'amène aujourd'hui à moi-même accompagner les gens sur ce chemin-là. Tout à l'heure, tu as dit que tu avais perdu tes parents jeunes et du coup, tu avais dû, justement trouver un travail pour gagner, te ta vie. Comment ça s'est passé, cette transition justement de, «J'ai des parents» à «Je dois me débrouiller toute seule»? Comment tu l'as vécu? Quand mon père était malade, bon, ça n'a pas duré très très longtemps puisqu'il est décédé en 6 mois, mais on savait que l'issue serait pas bonne. Et donc je savais qu'il fallait que je trouve quelque chose qui me permette de me prendre en main, de prendre en main ma vie. Euh, et donc j'étais intéressée à la base par la décoration. C'était une affinité que j'avais personnellement. J'étais plus petite, je refaisais tout le temps ma chambre, je réaménageais tout le temps mon coin, puisque je partageais ma chambre avec mon frère. Et donc, je me suis dit, bon, je vais aller là-dedans. Et puis, en fait, il se trouve que c'était une formation payante et j'avais pas du tout les moyens. Et on m'a proposé d'aller sur une partie d'aménagement de cuisine, de salle de bain qui se faisait en contrat de qualification. Donc, j'ai été guidée par la vie, justement. J'ai atterri là-dedans tout à fait par hasard, pour le coup, puisque je connaissais pas ce métier avant du tout. Et puis, bah, ça s'est fait vraiment très, très rapidement, pour le coup. J'ai passé des examens que j'ai eus pour entrer dans cette école à Paris et j'ai dû trouver un employeur. J'avais été chercher sur Paris, etc. Et finalement, c'est en traversant le trottoir d'en face que j'ai trouvé une société qui m'a accueillie et dans laquelle j'ai passé vraiment 10 super années avec des super patrons. Et donc, c'est vraiment, j'ai suivi le cours de la vie sans trop me poser de questions, parce que sinon j'aurais rien fait en fait. Je serais restée dans mon lit à ce moment-là et j'avais pas trop le choix quand même que de trouver des solutions pour moi-même, quoi. Donc, je me suis vraiment laissée emmener sans trop me poser de questions. Et puis, bah, finalement, ça a plutôt donné des choses pas mal pour moi. Mmh. Du coup, toi, ta stratégie à ce moment-là, c'était de mettre les choses sur le tapis, c'est ça que tu m'as dit. C'était quoi ta stratégie à ce moment-là pour tout mettre sous le tapis et aller vers, une solution sans te poser de questions? Bref, j'ai senti que j'avais pas trop le choix à ce moment-là. C'était effectivement soit je m'effondrais et je vois pas comment j'aurais pu manger le lendemain,
Donc, j'ai eu à ce moment-là un espèce d'instinct, de sursaut, d'élan de vie pour m'en sortir, quoi. Donc, j'étais branchée là-dessus. Et, euh, et du coup, j'ai vraiment, voilà, c'était une énergie intérieure fallait que je m'en sorte absolument, quoi. Et donc, j'ai laissé effectivement le chagrin de côté, les peurs, les doutes. Euh, et d'ailleurs, à l'époque, j'ai vraiment parlé à personne de toute la part difficile que je pouvais vivre, quoi. Donc, c'est pour ça que je dis, j'ai mis sous le tapis. J'ai laissé ça de côté. Ça m'empêchait pas d'être triste. À l'époque, je pleurais tous les soirs en m'endormant. Ça a duré des années. Euh, et du coup, bon, ça m'a rattrapé évidemment bien des années plus tard, où j'ai senti le besoin de me faire aider et d'en parler. Mais c'est vrai que voilà, j'ai mis ça de côté en me concentrant sur la volonté de m'en sortir, quoi, tout simplement. Et là, s'il y a quelqu'un qui nous écoute et qui potentiellement a perdu ses parents ou l'un de ses parents et qui vit cette phase-là justement un peu compliquée, qu'est-ce que tu auras envie de lui dire ou de lui conseiller? Euh, Bah de pas ravaler son chagrin. Moi, c'est pas quelque chose que j'ai fait. Effectivement, j'ai laissé aller mon chagrin, mais dans mon coin. Par contre, effectivement, quelque chose bon, je regrette pas malgré tout, mais c'est sûr que ça m'aurait aidé à l'époque de pouvoir en parler, de pouvoir exprimer ce que je ressentais, de pouvoir exprimer mes peurs, de pouvoir les partager à quelqu'un qui aurait pu les écouter, pour vider ce sac-là. Parce que du coup, mon sac il s'est gonflé, gonflé, gonflé au fur et à mesure des années jusqu'à ce qu'il m'explose ou qu'il m'écrase complètement quand j'ai fait une dépression, quoi. Donc, c'est sûr que effectivement, le conseil, c'est et exprimer ses émotions et de pouvoir exprimer à quelqu'un ses ressentis, de pouvoir les partager à quelqu'un. Et si pour cette personne c'est trop dur ou que son entourage fait qu'il y a pas la place parce que les autres aussi potentiellement de sa famille ont des douleurs et cetera, comment est-ce qu'on sait à qui s'exprimer? Bah, encore une fois, je pense que la vie est bien faite et que on peut trouver sur son chemin, d'une manière ou d'une autre, de l'aide. Donc effectivement, c'est de rester ouvert à ce qui se présente à nous, et puis d'écouter aussi cette voix intérieure qui fait que on va aller chercher de l'aide quelque part. Donc moi, effectivement, fini par aller voir un médecin en lui disant que bah, ça va pas, que tout ça, c'est lourd pour moi. Et donc, j'ai fait une thérapie pendant 2 ans, qui m'a beaucoup soulagée quand même. Euh, donc, et de se tourner vers un spécialiste, suivant son affinité propre, que ce soit un thérapeute, psychiatre, coach, peu importe de ce qui nous parle, mais effectivement de trouver une oreille attentive et bienveillante, quoi. Je pense qu'on a besoin des autres pour pouvoir se réguler, pour pouvoir avancer de toute façon. Et moi, je croyais que j'avais pas trop besoin, que je pourrais me débrouiller toute seule. Et force est de constater que bah, c'est un peu se mentir à soi-même, quoi. Que, en tant qu'être humain, on a besoin de l'autre, de toute façon. Comme un enfant petit qui a besoin de ses parents, d'une figure d'attachement, de quelque chose pour se rassurer. Euh, je pense que même adulte, on a besoin de quelqu'un autour de nous, de près ou de loin, mais d'aller chercher ça. Tu m'as dit justement que tu avais eu des enfants, donc je suppose que tu as un conjoint. Ouais. Du coup, tu l'as rencontré quand? Est-ce qu'il t'a aidé dans ce chemin-là? Si oui, comment ça t'a aidé? Oui, puisqu'en fait, je suis avec mon conjoint depuis presque 30 ans et effectivement, on s'est rencontrés juste avant que ma mère décède. Euh, donc, j'ai traversé tout ça avec lui. Il a été vraiment une présence pour moi. C'était devenu mon rock, ce à quoi j'ai pu me raccrocher. C'est ce qui m'a aussi aidé d'ailleurs à avancer, à avoir cette envie d'avancer. Mais c'est vrai que c'était une présence silencieuse, quoi. C'est-à-dire que c'était pas avec lui que je pouvais déballer
clairement toutes mes peurs, etc. C'est vrai que quand on est avec des proches, c'est pas toujours évident non plus, effectivement, d'où l'intérêt d'aller trouver quelqu'un d'extérieur, d'objectif aussi, évidemment, qui va pas être pris là-dedans, puisqu'en plus lui-même, à cette époque, a aussi connu des difficultés familiales, puisqu'il a perdu ses parents aussi. On a eu les décès de nos parents qui se sont entrecroisés comme ça sur 5 ans. Euh, donc c'est clair que on était très très présents l'un pour l'autre, mais dans une présence silencieuse et affectueuse, mais pas quelque chose qui permette d'exorciser vraiment tout ce qui se passe dans notre tête, pour pas que ça reste, quoi. Et est-ce qu'il y aurait un moment clé ou une rencontre qui t'a marqué dans ta vie ou dans ta carrière? Si oui, lequel? Bah, plein en fait. Plein. Je vais penser à mon conjoint, évidemment, de le rencontrer et de vivre après toutes ces difficultés, qui vivent les mêmes. Évidemment que ça a été quelque chose de central dans ma vie. Après, de commencer à travailler, de trouver ses patrons et cette entreprise, ils ont un peu pris le rôle de parents, avec une certaine distance, mais ils ont quand même joué un petit peu ce rôle-là. Donc la vie m'a apporté ça sous cette forme. Euh, Après, bah, plein de moments de rencontres avec des personnes qui ont été plus ou moins des rencontres plus ou moins longues, on va dire. Mais effectivement, j'ai envie de dire que chaque personne finalement que j'ai pu croiser dans ma vie m'a apporté à un moment ou à un autre quelque chose qui m'a vraiment nourrie. Euh, Après, plus marquante, je ne crois pas que je pourrais faire de vraies distinctions, ou de mettre quelqu'un plus en avant que d'autres. Je crois que chaque rencontre apporte son lot. Et je- je me dis que j'ai beaucoup de chance finalement d'avoir eu justement sur mon parcours à différents moments, différentes personnes qui chacune m'ont apporté beaucoup. Et par rapport à tout ce que tu m'as dit, et peut-être qu'il y a d'autres choses, mais quels ont été les plus grands défis que tu as rencontrés justement sur ton parcours? Bah, le plus gros défi, bah, c'est celui du moment où j'ai fait mon burn-out et ma dépression derrière. Je me suis sentie vraiment extrêmement seule à ce moment-là. Justement, j'ai pas su aller chercher d'aide. Euh, alors un mal pour un bien, c'est ce qui m'a permis justement d'aller chercher par moi-même comment j'allais pouvoir m'aider et me sortir de ça, quoi. Donc, je suis passée de journées dans mon lit à pleurer toutes les larmes de mon corps, à me demander ce que je fichais sur cette planète, à quoi ça servait, demander de l'aide, de la lumière, quelque chose, parce que à ce moment-là, mon conjoint s'occupait de nos enfants, etc. Il était pris dans d'autres choses, donc finalement, il était peu présent juste pour moi. Donc vraiment, je me suis sentie extrêmement seule, quoi. Je n'avais pas d'amis, pas de famille. Ça a été très, très compliqué. Donc j'ai été là où je pouvais sentir un apaisement, ça a été les réseaux. Et c'est là où j'ai commencé à trouver des réponses à mes questionnements, où j'ai appris des choses. J'ai l'impression d'avoir plus appris finalement à partir de ce moment-là sur la vie, sur le fonctionnement du corps humain, sur la psychologie, sur le développement personnel, la spiritualité. Et ça m'a rempli de tout un tas d'informations. Ça a reconnecté en moi des morceaux. Et j'ai fait mon chemin comme ça, jusqu'à ce que je me sente de nouveau en pleine forme et en joie d'être sur cette planète. Ça a été long, toute seule, c'était long, quoi. Oui. Et justement, tu as dit quelque chose d'intéressant, c'est que tu es allé sur les réseaux, tu te posais des questions, tu as appris plein de choses. Justement, quelles étaient ces questions? Quelles choses tu as appris exactement? En fait, je me souviens que quand je suis sortie de mon lit,
en me disant, bon, je pense que j'avais pleuré suffisamment finalement, j'avais besoin d'autre chose. Et j'ai commencé vraiment purement et simplement à regarder des choses qui me donnaient le sourire en fait sur les réseaux. Donc c'était, ça peut paraître un peu bête, hein, mais c'était des jolies photos de paysages, c'était de l'art, des peintures. Après, je suis tombée sur un groupe qui parlait du fonctionnement du corps humain. Et ça m'a intéressée, donc j'ai commencé à regarder. Et j'ai passé des heures en fait à regarder des vidéos qui expliquaient la physiologie. Euh, je ne saurais pas combien d'heures j'y ai passé, mais j'y ai passé un temps fou. Et, euh, et donc petit à petit, comme ça, en allant vraiment sur un truc basique qui me plaisait ou quelque chose vient à moi, je me dis, ah tiens, ça m'intéresse. Et donc je vais voir et j'y passe du temps. Et puis petit à petit, comme ça, en fait, c'est venu à moi. Ça m'a fait creuser des sujets que j'aurais jamais imaginé creuser. Ça a réveillé mon intérêt et puis ça m'a surtout donné beaucoup d'informations et de clés pour comprendre ce que je vivais pour le coup. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là où je me suis rendu compte que cette souffrance avec mes intestins que j'avais depuis toute petite, c'était pas normal, que c'était une maladie et que ça pouvait se guérir. Et donc là, je me suis dit, mais waouh! Et donc j'ai commencé à faire des changements alimentaires qui effectivement m'ont soigné de ces intestins, on appelle les intestins, l'intestin irritable. Et puis bah, comme ça, petit à petit, en fait, j'ai réussi à vraiment à gratter des petites informations à droite, à gauche et à me sortir bah, sur un aspect plus physique et puis après bah, le développement personnel, etc., à m'ouvrir à quelque chose de plus grand qui m'a fait accepter plus facilement ma vie, le décès de mes parents, cette solitude, qui m'a fait comprendre que bah, ça me menait sur mon propre chemin et que là, bah, dans ce chemin-là, je me découvrais finalement petit à petit, quoi. Donc tu as trouvé des solutions, par rapport à ton corps aussi, sur des symptômes que tu avais. Tu m'as Mm. parlé de névralgie, Ouais, ça aussi du coup? Et c'est bah, quoi? ça, c'est venu après. Euh, j'ai fait ces changements alimentaires, j'ai eu vraiment un regain d'énergie, je me sentais moins déprimée, tout ça. Et puis, bon, j'ai fait ça de façon assez extrême et assez rapide. Et dans le jargon de tout ça, il y a ce qu'on appelle la lune de miel. C'est-à-dire qu'au début, tu fais des changements, c'est super, tu vois que c'est mieux, et puis tu as une rechute. J'ai eu cette rechute-là, et, et en fait, c'est vrai que bah, je me dis, mais je vais jamais m'en sortir, quoi. En fait, j'ai beau changer quelque chose, et puis bon, c'est là où je découvre après d'autres aspects, d'ailleurs, qui sont vraiment révélés avec le coaching, que il n'y a pas qu'un aspect physique. Donc, bah, la spiritualité en parle aussi, qu'on est plus que ça, plus qu'un corps, un aspect émotionnel, un aspect mental, qui sont des aspects qui ne sont pas à négliger en fait. Donc j'ai vraiment, en plus du coup de l'aspect physique, commencé à travailler l'aspect beaucoup plus psychologique de ce que je pouvais avoir en moi, de mes émotions, de ce que je traversais. Et effectivement, bah, avant que j'en arrive là, par, après ce moment de regain d'énergie et de rechute, j'ai commencé à avoir des douleurs, mais je ne savais pas trop ce qui m'arrivait. Pour le coup, je me suis posé de questions. Et c'est vrai que moi, j'ai pas été consultée de médecin à ce moment-là. J'avais été voir un naturopathe et qui j'en avais parlé du coup, qui m'avait dit rien de très spécial, mais il n'y avait pas le mot névralgie qui était mis dessus. Et il se trouve que j'ai découvert que c'était de la névralgie, j'ai envie de dire des années plus tard. C'est quoi la névralgie, juste pour qu'on comprenne? La névralgie, c'est un problème de nerf. C'est un nerf, donc il y en a plusieurs dans le corps, moi c'en était un en particulier, euh, qui est enflammé et qui fait souffrir. Donc le nerf est tendu, donc ça parle vraiment de tension nerveuse, hein. Donc effectivement, c'était avec le recul maintenant, je peux me dire effectivement, j'étais nerveusement à bout de tout mon parcours, de tout ce que je gardais en moi.
de toute l'énergie que j'avais essayé de mettre aussi à changer des choses, etc. Mais que finalement, j'oubliais d'autres aspects de notre être qui sont plus que le physique. Euh, et c'est justement quand j'ai compris que c'était de la névralgie, si j'avais écouté ce que je voyais sur Internet, j'étais mal barrée parce que, en général, les gens disent, bon, bah, t'as plus qu'à vivre avec. Et c'est vrai que c'était tellement douloureux. Et là, c'était tous les jours, quoi. Une souffrance qui faisait que du coup, j'ai dû arrêter à peu près tout, de m'occuper de mes enfants, etc. Ça devenait très compliqué. Parce que être debout, bouger, faire des choses, ne serait-ce que faire la vaisselle, c'était vraiment physiquement assez insupportable. Et c'est ce qui m'a vraiment obligée à arrêter. Donc, bon, après, on comprend d'autres aspects, justement, dans les maladies qu'on peut vivre, euh, que même si c'est douloureux, même si c'est difficile, ça nous parle de quelque chose. Et du coup, ça m'a obligée à arrêter de vouloir toujours en faire plus pour les autres, là, entre autres pour mon foyer, pour mes enfants, et de m'écouter dans un besoin de repos, parce que quand on souffre des nerfs, bah, il n'y a pas tellement le choix, effectivement. C'est un repos quasi total, de ralentir et de s'écouter, de prendre soin de soi. Et c'est quand j'ai compris ça, avec l'aspect émotionnel qui va avec, parce que le nerf, là, c'était un nerf bien particulier qui, dans les décodages des mots et des maladies, ce nerf-là, il parle de honte et de culpabilité. Et c'est vrai que, bah, pareil, quand j'ai vu ça, ça a été une révélation pour moi. Je me rendais pas compte, mais effectivement, j'ai eu honte d'être déprimée parce que sur le papier, j'avais tout. J'avais un conjoint, une maison, des enfants en pleine santé, j'étais mère au foyer, j'avais tout pour être bien, c'est ce que je voulais en plus. Mais en réalité, j'avais tout mis là-dessus et je n'existais plus pour moi, quoi. Tout était pour mon foyer et j'en faisais un maximum, je voulais que tout soit parfait, mais je m'occupais plus de moi, de mes envies, et pour le coup, j'avais eu honte, vraiment de ne pas me sentir bien. Et puis évidemment, je me sentais coupable de ne plus être capable de m'occuper de mes enfants, d'être présente pour eux. Euh, j'ai eu une période où même je peux dire, je les supportais plus en fait. J'étais tellement à bout que j'étais en mode automate. Je faisais ce que j'avais à faire, mais il n'y avait plus de lien. Et, c'était trop pour moi. Et forcément, je me suis sentie très très coupable avec ça, mais sans me le dire en fait, vraiment. Et puis bon, bah, la névralgie est arrivée. Et quand j'ai compris à quoi c'était lié, je me suis dit, ah oui, clairement, c'est ça, quoi. Et c'est vrai qu'en prenant conscience de tout ça, euh, où je me suis auto-réconfortée, auto-rassurée en me disant que, bah, effectivement, j'avais le droit d'être à bout, j'avais le droit d'avoir besoin de repos, de prendre soin de moi. Et c'est à ce moment-là où j'ai vraiment commencé à m'écouter et à arrêter de faire tout ce que je pouvais pour mes enfants, etc. Je me suis autorisée à ça sans culpabilité. Et c'est vrai que bah, rapidement, parce qu'après 3 ans et demi de souffrance quotidienne, en 3 mois, j'ai réussi à faire disparaître cette maladie bah, en m'écoutant, donc avec mes méthodes, du soin de soi, des jeunes, des choses de ce genre. Et après un jeûne de 8 jours, la douleur a complètement disparu d'un coup et elle n'est plus jamais revenue. Donc, voilà. Mm. Non, c'est hyper intéressant pour les personnes justement de comprendre bah, le lien justement entre les mots du corps et selon ce que tu en fais, et bah, du coup, tu peux avancer. Et je Ouais. pense que ça concerne plein de personnes. Et du coup, tu as beaucoup parlé bah, même de la relation avec tes enfants, du coup. Euh, je pense que j'aurais plusieurs questions, bah, même pour les parents qui écoutent ou même pour les enfants qui comprennent pas trop leurs parents, par rapport au fait que toi, tu aies vécu la perte de tes parents jeunes et que du coup, tu t'es retrouvé avec tes enfants à devoir les éduquer, leur apporter certaines choses alors que toi, tu les avais plus pour toi. Euh, comment tu as géré cette situation? Comment tu as géré le lien avec eux? Quelles difficultés aussi tu as pu avoir là-dedans? Bah, c'est un peu le souci, effectivement, que j'ai eu.
parce qu'ayant plus de famille, je voulais tout donner à mes enfants. Je voulais pas qu'ils souffrent, de manque de présence, de d'amour, et c'est là où effectivement j'ai voulu prendre le rôle, de la mère, de la famille, tout entière, heu et je me suis cramée, en me mettant cette responsabilité-là, quoi. Donc c'était, très, très compliqué de voir, de me rendre compte de ça, d'accepter que je pouvais pas être, tout à la fois pour eux, d'accepter du coup d'en faire moins, de laisser la place à la vie de se faire, sans moi finalement, pour eux et heu et après ça m'a appris aussi évidemment, à beaucoup discuter avec eux. C'est vrai que j'ai toujours eu ce problème-là moi de m'exprimer, sur mes ressentis. J'ai toujours été très émotive, mais exprimer ce que je ressentais, c'était très compliqué pour moi, heu et avec eux, j'ai appris, à m'exprimer. C'est vrai que je me sentais libre de pouvoir tout leur dire sans jugement, évidemment et donc ça a été un terrain d'entraînement, pour moi, de commencer à exprimer ce que je ressentais. Donc je leur ai toujours beaucoup parlé, en fait. Je leur expliquais, ce qui se passait en moi, ce que je ressentais, mon état de fatigue, ce dont j'avais besoin, et cetera. Donc j'ai appris, vraiment à communiquer, complètement grâce à eux, en fait, hein, donc ça a été, assez salvateur aussi à ce niveau-là. Je me suis éduquée en même temps que, j'essayais de les éduquer eux. Heu, donc ce que je disais souvent de mon premier enfant, c'était un peu mon bourreau et mon sauveur, en même temps. Heu, Ça appuyait sur ce que j'avais tendance moi à faire, c'est-à-dire donner beaucoup, heu et par retour des choses, à un moment effectivement j'ai été obligée grâce à cette relation-là, de me prendre en main, de me regarder honnêtement, d'assumer ce qui se passait en moi et puis de lui expliquer, même aussi petit, qu'il pouvait être, bon après que la deuxième avec sa sœur aussi, pour pas qu'ils se sentent, rejetés et pas qu'ils croient que c'était eux le problème et cetera. Donc ça m'a vraiment, poussée, à apprendre à m'exprimer, et à dire les choses. Quand tu dis que tu avais une relation bourreau-sauveur, avec le premier enfant, qu'est-ce que ça veut dire pour les personnes qui nous écoutent, pour mieux comprendre? Alors c'est évidemment, mon fils, il n'était pas un bourreau, vraiment. C'était surtout en plus un enfant, les 2 premiers, bon, le troisième d'ailleurs, mais des enfants merveilleux, souriants, et très gentils et donc c'est pas le sens bourreau où c'était des enfants difficiles, hein, pas du tout. C'est dans le sens où, moi ce que je voulais leur apporter par le fait que j'avais plus de famille et cetera, heu encore une fois, je me suis cramée avec ça, à vouloir trop donner, donc effectivement, ils étaient demandeurs, donc forcément, je leur donnais, bon, comme un enfant, j'ai envie de dire, hein, donc c'est vraiment, moi qui mets ce mot-là dessus, mais c'est pas eux qui étaient, difficiles. C'est vraiment avec ce rôle de parent et le niveau, que je mettais moi, à être une bonne mère et cetera, qui fait que, Heu, effectivement, je voulais en donner un maximum, ils en demandaient, donc je continuais à donner plus et à faire plus. Heu, je voulais pas, qu'ils sentent qu'ils avaient moins que les autres, de par la famille ou d'autres liens, et donc c'est sûr que, ils demandaient beaucoup comme des enfants et donc moi je donnais, je donnais, je donnais et puis, ça m'a fait mal, quoi, ça m'a fait mal, mais je me suis fait mal à prendre ce rôle-là, en fait. Heu, mais à la fin, c'est bien ce qui m'a obligée de toute façon à me mettre face à moi, à mes façons de penser, à ce que je me mettais, comme responsabilité, comme rôle, qui outrepassait mes capacités et mes envies profondes aussi. Parce que du coup, encore une fois, je n'étais que mère, et j'avais pas envie d'être que mère, hein. J'étais autre chose aussi que ça, mais je l'avais complètement, occulté pour me consacrer à ce rôle-là et bon, d'où à un moment donné, cette sensation de plus exister vraiment, quoi.
Et comment tu t'es retrouvée du coup, si tu avais l'impression d'être que mère? Aujourd'hui, je pense que du coup, tu as dû passer un step à ce niveau-là. Comment tu as fait? Bah, c'est de par le burn-out que j'ai pu avoir, où vraiment je me suis retrouvée bah, dans ce mode automate, quoi, à faire sans désir, à faire parce que je dois faire, jusqu'à péter les plombs, euh, ce qui m'a vraiment couché complètement, ce qui m'a anéanti, euh, avec énormément de culpabilité, évidemment, et de honte même d'en arriver là. Euh, et c'est ben, en rencontrant ce vide-là, une espèce de vide existentiel où tu n'arrives plus à être mère, tu n'as plus envie, tu n'as plus envie de rien du tout, de toute façon, tu vois pas de sens, tu vois pas d'intérêt à rien. Et c'est effectivement en plongeant complètement dans ce vide-là, euh, et c'est sûr que la difficulté d'être seule, ça a été extrêmement dur, mais en même temps, salvateur, parce que si j'avais pas été seule, ça m'aurait pas obligée, bah, je me serais pas retrouvée obligée de trouver un moyen de m'en sortir, quoi, de me reconnecter à ne serait-ce qu'un petit bout de lumière, de chaleur de la vie. Euh, c'est sûr que si j'avais eu autour de moi du monde ou quoi ou qu'est-ce, forcément, je me serais reposée là-dessus et j'aurais pas été chercher en moi ces ressources-là, quoi. Mmh. Et du coup, en lien avec, ton activité, du coup, c'est, en lien avec l'amour de soi et le bien-être, de manière générale, si j'ai bien compris. Mm. Hem, D'après toi, quelle est ta force principale ou ta zone de génie dans, ce que tu fais? Bah, c'est avec mon chemin, effectivement, bah, malgré tout empreint de solitude, mais qui m'a permis voilà, de reprendre contact avec moi, avec qui j'étais, avec ce à quoi j'aspirais, et de me reprendre en main, de reprendre mon pouvoir sur moi d'abord, sur mon corps, sur mes émotions, sur mon mental. euh, et puis à partir de là, forcément, bah, me sentir tellement mieux, tellement vivante, tout simplement, mais de moi, avec moi-même, sans besoin finalement de rien autour. Alors quand je dis sans besoin de rien autour, bah, c'est vraiment dans le sens où on peut par soi-même se donner suffisamment d'attention et d'amour, suffisamment prendre soin de soi suffisamment pour se donner vraiment les ressources à tout ce qu'on veut finalement dans la vie. Donc de ce parcours-là long et difficile, c'est sûr que ça m'a permis effectivement du coup de ressortir bah, ces fameuses clés qui permettent bah, de se reconnecter à soi, et puis de reprendre le pouvoir sur soi et de se sentir pleinement soi et content d'être soi et puis bah, plein de joie et plein d'énergie pour tout un tas d'autres choses en plus derrière. Et du coup, c'est ce que je veux apporter aux gens et que ça leur prenne pas 10 ans comme moi, quoi, tu vois. Mmh. Et justement, en lien avec l'amour de soi, le bien-être, ça serait quoi la plus grande leçon que tu as apprise jusqu'à aujourd'hui par rapport à ça? Bah, c'est une leçon que j'apprends encore finalement, cette fameuse écoute de soi dans les moindres petits détails, de soi, de sa vie. Apprendre à écouter son corps, d'apprendre à, entre guillemets, discuter avec lui, parce on n'est pas ce corps, c'est vraiment un bout de nous, il nous emmène, c'est comme un allié. De la même manière, les émotions, notre mental, si on les prend dans le bon sens, ce sont aussi des alliés, justement pour comprendre ce qu'on vit, pour savoir ce dont on a besoin et pour avancer sur le bon chemin pour nous, pour être suffisamment bien. Et donc, de réapprendre à écouter, s'écouter dans tous ces aspects-là. Et puis après, au-delà de ça, de tout ce qui vient à nous dans la vie, quoi. Parce que je suis profondément persuadée que la moindre petite chose qui est sous nos yeux ou qui arrive à nos oreilles, c'est aussi comme un allié de la vie qui nous permet de prendre conscience de choses
et de prendre conscience de nous, hein, à travers, l'extérieur, quoi. Mmh. Et par rapport à ton travail justement, qu'est-ce qui te motive profondément dans ce que tu fais? Heu, Bah, ce qui me motive, c'est, que la vie est c'est ce que je me dis moi évidemment avec le recul, que la vie est finalement beaucoup plus simple, heu, que ce qu'on croit. Heu, alors c'est pas facile toujours, mais c'est simple sur la manière de d'avancer dans la vie. Je me dis que si tout le monde, prenait conscience, de la connexion qu'on peut avoir avec soi-même et avec le tout, heu, bah, on se prendrait moins la tête, on serait moins en difficulté, régulièrement. Voire on éviterait, beaucoup de problèmes de santé, et donc bah, ça m'apporte, bah, ça me tient vraiment à cœur, d'aider les gens à se connecter à la sagesse de la vie, de soi déjà, de son corps, de ses émotions, même de son mental, parce que même dans des pensées, dites négatives, on peut en apprendre beaucoup, sur soi, heu et tout ça, remis dans le bon sens, ça permet justement d'aller loin, heu et donc ça me tient à cœur d'aider les gens à reprendre ce pouvoir-là, dans cette connexion à soi, pour avancer de façon plus fluide, quoi. Mmh. Et tu te vois où toi dans 5 à 10 ans? Je me vois où? Je me vois dans la nature, puisque dans ce parcours-là, ça m'a aussi, amenée à me retrouver, beaucoup dans la nature, où j'y trouve la paix, où j'y trouve, le silence, beh, qui aide justement à cette reconnexion, à ses ressentis, à trouver le calme en soi déjà. Justement, le calme mental, le calme émotionnel avec le calme de la nature. Donc je me vois dans la nature et moi je rêve de créer un endroit où, justement les gens pourraient venir pour, retrouver ce calme par l'environnement, retrouver ce calme en eux, pour se reconnecter, petit à petit, à soi. Voilà. Ouais, c'était exactement la question que j'allais te poser juste après sur le rêve, donc tu viens d'y répondre. Et si tu avais un seul conseil à quelqu'un hésite à se lancer, ou à traverser justement cette période, de doute et qui ose pas aller vers le silence, qu'est-ce que tu lui dirais? Qu'est-ce que je lui dirais? Heu, Bah, on porte tout en soi, toutes, les réponses, toutes les bonnes réponses pour soi surtout, heu et que, bah, ce calme-là, c'est ce qui permet d'accéder justement à cette sagesse, intérieure, heu et donc si c'est, compliqué, on peut commencer par un petit pas, heu, ne serait-ce que dans sa maison, de s'octroyer, allez 3, 5 minutes d'un silence, total, heu, ou 5 minutes, en nature, mais en tout cas dans un espace, où on peut se sentir, suffisamment en sécurité et de goûter, à ce silence, et que, bah, on peut, par des petits outils, s'aider parce que des fois, je sais que pour certains, ce silence-là, c'est très compliqué, j'ai un conjoint qui est comme ça justement, qui supporte pas le silence donc et donc on peut, par des petits moyens de respiration ou autre, s'aider, heu, à pouvoir se sentir suffisamment bien dans ce silence, heu, avec des petits outils quoi. Donc il y a toujours des solutions. Il existe toujours des solutions pour s'aider. Mmh. Quelles ressources tu aurais à nous transmettre, par rapport à ton parcours que tu as eu, qui ont pu t'aider? Peut-être des livres, des méthodes ou des pratiques que tu recommanderais? Bah, toute pratique, visant à prendre soin de soi, c'est effectivement pour ça d'ailleurs que j'ai écrit, mon livre sur les 4 piliers du vivant, qui sont le mouvement,
la nourriture, le repos et le nettoyage, qui sont pour moi vraiment des portes d'entrée sur nous-mêmes, qui permettent d'actionner des petites choses sur un aspect ou sur un autre, suivant le ressenti, encore une fois, de chacun, qui permet d'actionner des petites choses dans son quotidien. Surtout pas attendre le moment parfait, de pas attendre les vacances, le week-end, mais qu'on peut, même dans la folie d'un quotidien, on peut trouver quelques minutes pour se connecter à soi et pour prendre soin de soi. Et que petit bout par petit bout, on va pouvoir comme ça vraiment se faire du bien. Et forcément, ça, c'est se donner de l'amour. Et quand on se donne de l'amour, l'amour, ça s'expanse. Donc, on s'en donne un peu et ça prend un peu plus de place et on y trouve tellement de bien-être qu'on a envie de plus. Et ça permet justement de s'engager dans un processus qui mènera forcément à quelque chose de bon pour la personne, forcément à plus de bien-être, quoi. Mmh. Si tu pouvais revenir en arrière, est-ce qu'il y aurait quelque chose que tu ferais différemment? Oui et non, c'est sûr que, il y a eu plein de moments, très, très difficiles dans ma vie. Bien sûr qu'il y a plein de choses que j'aurais ne pas préféré vivre. Heu, Maintenant, est-ce que j'aurais cette paix en moi et cette foi dans la vie si j'avais pas, vécu tout ça? Je suis pas sûre. Peut-être que si, peut-être que non. Heu, donc pas vraiment. Maintenant, c'est sûr que sur le fait de s'exprimer, d'avoir conscience de soi, et d'être suffisamment dans l'amour de soi pour se respecter, pour, se donner autant d'amour qu'on pourrait donner aux autres, bien sûr que ça, c'est quelque chose que j'aurais voulu, faire différemment. Mais bon, je suis pas sûre que, j'en serais là aujourd'hui, encore une fois, donc j'avoue que, bon, dans une autre vie, parallèle peut-être, je voudrais vivre ça, juste pour le bonheur de sentir, plus d'amour déjà pour moi-même, plus tôt. Mais mais bon, j'ai pas vraiment de regrets quand même. Qu'est-ce qui te rend le plus fier aujourd'hui? Ce qui me rend le plus fière, de m'être sortie de mes difficultés, physiques, psychologiques, en trouvant, les bonnes réponses pour moi, les bonnes solutions. Heu et je souhaite à tout le monde de pouvoir trouver, en lui, de pouvoir faire émerger, parce qu'on les a déjà, je pense, en nous, mais je souhaite à tout le monde de pouvoir faire émerger de lui, tout ce qui lui convient pour se sentir le mieux possible. Mmh. Est-ce que tu aurais un message ou une réflexion que tu souhaiterais laisser aux auditeurs avant qu'on conclue? L'amour de soi, je pense que c'est, un élément, primordial, qu'on je pense que c'est un peu le challenge d'une vie finalement, de reconquérir cet amour de soi-même. Parce que je pense que la plupart, quand on est enfant, on est nous, on se pose pas de questions, on se le dit pas, mais on est nous et on s'aime, comme on est. Donc il y a je pense pour beaucoup cette espèce de déconstruction de cet amour de soi et que, le challenge, c'est d'aller reconstruire, cet amour de soi, petit bout par petit bout, d'une manière ou d'une autre, heu et que c'est là où on se sent bien et que encore une fois, quand on a cet amour en nous, y compris donc pour nous-mêmes, forcément, c'est plus facile, de le répandre, autour de soi, quoi. Mmh. Et si la personne qui nous écoute, elle voudrait, te retrouver, où est-ce qu'on peut suivre, tes actualités? J'ai un compte, Instagram,
qui est Marilyn Harmony Home Caring, prendre soin de sa maison. Donc on peut me retrouver sur Instagram, me contacter ou éventuellement par mail directement sur harmonyhomecaring@gmail.com. OK, et tu nous as parlé aussi, d'un livre que tu avais écrit, où est-ce qu'on peut le retrouver? On peut me contacter pour ça. J'ai, heu, j'ai ce livre et j'en ai fait un résumé que je partage, que je vais partager, que je partage gratuitement, donc je le mettrai, sur le groupe de partage de coach avec grand plaisir. Et puis si la curiosité, et l'envie, d'en savoir plus, se fait sentir, on peut me contacter directement, pour obtenir le livre en PDF. OK, ça marche. Bah, merci beaucoup Marine pour, tout ça. Merci à toi et merci pour ce groupe, de partage de coach qui est vraiment, super intéressant et super riche. Et ben merci, merci beaucoup. À très vite du coup. À très vite, merci. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. J'espère que cette conversation avec notre intervenante a inspiré, donné des clés ou même peut-être une petite étincelle pour avancer vers tes propres objectifs. Chez Partage de Coach, on croit profondément au pouvoir de la communauté et de l'entraide pour aller encore plus loin ensemble. Donc, si cet épisode t'a plu, sache que ce n'est qu'un aperçu. En rejoignant notre communauté, vous pourrez participer à des ateliers exclusifs et interactifs chaque semaine, animés par des professionnels incroyables du développement personnel, du business. Ces ateliers vont plus en profondeur pour t'aider à transformer tes ambitions en réalité. Alors, si tu veux continuer l'aventure avec nous, je t'invite à cliquer sur le lien dans la description pour nous rejoindre. Partage cette opportunité autour de toi, parce qu'ensemble, on peut accomplir de grandes choses. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui et surtout n'oublie pas, tu as en toi ce qu'il te faut pour briller. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, prends soin de toi et continue d'évoluer. À très vite.